Merci beaucoup, cher ami. Sabah al-khar alaikum. Je pense que dans un congrès de NUNAT et d'urgence et de RIA, je remercie beaucoup Si Hassan Afilal d'avoir introduit ces thématiques parce qu'on a l'impression de maîtriser la tuberculose, mais en fait, toujours ce fléau nous défie toujours. Et donc, ça pose toujours des problèmes diagnostiques en 2022. Est-ce que vous pouvez lancer ma présentation, s'il vous plaît? Et donc, ce fléau, il est toujours là. Il y a beaucoup de changements dans le diagnostic, dans la thérapeutique. Et voilà, on va essayer un petit peu d'en discuter. C'est sûr qu'on ne va pas aborder tous les aspects. Et c'est vrai, la physiopathologie, pour un matin de samedi, je ne vais pas vous casser trop la tête. Mais ce que je peux vous dire d'emblée, que vous avez... il y a une complexité, comme vous le constatez, des cellules qui interviennent dans cette physiopathogénie de la tuberculose. Mais il y a un élément très important, c'est cette boucle, d'accord, interleukine, interféron gamma. Vous allez voir que les cellules vont tapisser les macrophages, ils sont soit stoppés, soit éliminés, soit détruits, mais il y aura quand même une hypersensibilisation, d'accord, sur cette hypersensibilisation qu'on va se baser pour faire le diagnostic. Aussi, ce fameux granulome gigantocellulaire auquel nous sommes en train de revenir, c'est plus un critère majeur pour poser le diagnostic de tuberculose sur le plan histologique en 2022, mais il y a toujours, lorsqu'elle se désintègre, il y a des cellules qui vont entrer, qui vont sortir, et donc c'est un mouvement dynamique au niveau de ce granulome. Et puis, pour le comprendre très bien, en pratique, il y a ce qu'on appelle une clairance précoce pour éliminer le BK, il y a une clairance tardive. Et vous imaginez très bien, lorsque vous allez faire l'intradermal à la tuberculine ou les tests gras, pour ne pas prononcer les noms commerciaux, si vous les faites à cette phase, ils seront négatifs. Et voilà, après 2-3 mois, d'accord, ils vont être positifs. Et donc, un test, que ce soit à la tuberculine, que ce soit un test gras, fait réaliser de manière précoce, attention, c'est ce qu'on appelle les faux négatifs. Et puis, voilà, il faut séparer entre tuberculose latente et tuberculose maladie, pour qu'on puisse se comprendre par la suite. Tuberculose latente, aucune anomalie clinique à l'anamnèse, à l'examen clinique, et on reste sur la radiographie thoracique qui est normale. Normale, là aussi, il y a beaucoup d'individualité dans l'interprétation. Et puis, donc ces tuberculoses latentes, elles seraient possibacillaires. C'est pourquoi on vous explique que vous pouvez donner une monothérapie, une bithérapie pour la prendre en charge. Ça dépend des protocoles. Et il y a la tuberculose maladie. Cette tuberculose maladie, il est riche en BK, d'accord, qui impose un schéma thérapeutique, d'accord, correctement mené. Et donc, le cycle de vie de BK, je ne vais pas vous en dire plus, vous le connaissez très bien. Il y a l'exposition, il y a l'inhalation, la clairance pour éliminer le BK. Ça évolue dans un certain pourcentage vers la tuberculose latente, et après des formes subcliniques, cliniques, et puis traitement, récidive, décès, etc. Ça, c'est le cycle de vie, d'accord, de Mycobacterium tuberculosis. Ah ben voilà, nous allons commencer à travailler ensemble. Est-ce que vous pouvez scanner avec votre téléphone, d'accord, ça. On va jouer ensemble. Hein. C'est un jeu d'adulte. N'est-ce pas, Robert? Tu veux pas jouer avec nous? Le jeu d'adulte, c'est un peu... Allez-y rapidement, c'est très simple. Il se fait juste de cadrer. Si vous arrivez à le faire, c'est anonyme, vous pouvez vous tester vous-même, c'est anonyme, et on peut en discuter, on peut faire le feedback, l'évaluation juste après sur le champ, ça nous permet un petit peu, hein, c'est mieux que, voilà. Normalement, j'ai une demi-heure, je vois le compteur, il a compté un peu plus, moins d'une demi-heure. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. De toute façon, lorsque je dépasse l'heure, est-ce que tout le monde a scanné? Après,
Ça marche, عندكم? Yalla, une seconde rapidement pour les retardataires. C'est Targé, tu veux jouer avec nous? Très bien. Est-ce que c'est bon? La majorité a scanné? Allez-y rapidement, comme ça on ne va pas perdre le temps. D'accord? Et là, n'hésitez pas à m'arrêter, c'est interactif et une fois qu'on consomme le temps, on va s'arrêter. Il y a le policier, c'est Ahmed de temps va nous arrêter. D'accord? C'est bon? Très bien. Merci pour ta gentillesse, Monsieur le Président, de m'avoir rajouté de temps. Alors, j'avance. Bon, les gens qui n'arrivent pas peuvent un peu faire le test pour ne pas perdre de temps. La tuberculose maladie est dépistée par les aigras, l'intraderme à la tuberculine, la recherche de BK, le scanner, l'anapathe. Alors, comment vous allez répondre? Ah, ça commence déjà, bravo. Voilà, vous êtes rapide, hein? Bravo. Alors, donc, le message d'aujourd'hui, c'est que, c'est vrai, oui, la bactériologie, c'est le gold standard, c'est la référence. L'imagerie, scanner, ça dépend des localisations. Nous, dans une approche santé publique, essentiellement par exemple pour la primo-infection tuberculeuse, on préfère ne pas trop parler de scanner, etc. Hein, au Maroc, dans nos approches santé publique, mais surtout, que l'OMS a bien admis les gras aussi comme un test diagnostique, y compris le Maghreb. D'accord? Donc on peut faire soit les DR, soit les aigras. Dans votre cabinet, vous pouvez faire pas les deux en même temps. Je vais vous expliquer, Alash. C'est bon? Très bien. Et donc, finalement, vous savez, lorsque l'antigène de la tuberculose va être présenté à la cellule présentatrice de l'antigène, il va solliciter les cellules lymphocytaires qui vont sécréter de l'interféron, soit il est testé par les cytokines d'induction in vivo par l'intradermo, réaction à la tuberculine, soit il est testé par les tests, disons, in vitro, par les tests aigras que nous allons détailler aujourd'hui. Regardez le principe de l'intradermo, je ne vous apprenne rien. Vous injectez de la tuberculine, c'est de l'antigène tuberculinique, d'accord? La cellule présentatrice de l'antigène va commencer à jouer son rôle. Il va le présenter aux lymphocytes, ils vont sécréter des cytokines, il y aura de l'inflammation que vous allez déceler au bout de 2-3 jours. Voilà, le problème de l'EDER, c'est l'examen, on a beaucoup travaillé avec l'intraderme et on continue encore à travailler avec l'intraderme à la tuberculine. Son grand souci, c'est quoi? Plutôt, c'est notre souci, cette variabilité interindividuelle déjà de lecture, entre autres. D'accord? Alors que les aigras, regardez, les antigènes de la tuberculine, ça diffère selon le test. D'accord? Il y aura de la détection, c'est in vitro, c'est la détection de l'interféron gamma, soit par dosage de l'interféron gamma, c'est ce que vous entendez parler de quantiféron, et la détection des lymphocytes producteurs de l'interféron gamma, c'est ce qu'on appelle les T-spots. On travaille, nous, au Maroc, beaucoup avec ça. Donc, est-ce qu'on peut faire un aigras après une intradermo à la tuberculine? Oui, non, ou tout simplement, vous ne savez pas. Allez-y. Allez-y. Ben, c'est anonyme, vous pouvez répondre, il n'y a pas de souci. Vous pouvez jouer avec nous, c'est gratuit. Quand même, hein? Tu ne veux pas jouer? Ça n'a pas marché. Donc, tu réponds dans ta tête, hein? C'est de l'auto-évaluation. Très bien. Donc, voilà. Peut-on faire... je vois que beaucoup de collègues, ils ont mis oui. Alors, juste après, on fait le feedback. Comme ça, on va un peu illustrer les choses clairement et de manière pratique. Regardez, si vous faites une intradermo, là, d'accord, vous allez la lire au niveau de 2-3 jours. D'accord? Là, c'est là où vous pouvez faire les aigras ou au-delà du 28e jour. Les études ont bien montré que lorsque vous allez réaliser les aigras entre 7 et 21 jours, il y aura un effet booster. Donc, évitez, d'accord, de faire les deux tests en même temps. Déjà, c'est une chose. Et lorsque vous voulez faire une aigra après
une intradermo, soit au moment de la lecture, regardez le schéma, il est très clair, et juste ou là, au-delà du 28e jour. Bon, on peut poser classiquement ça, vous allez trouver ce tableau comparatif entre EDR et GRA partout dans tous les bouquins, d'accord? La visite, il se compare nombre de visites au cabinet, le temps pour les résultats faussement positifs, les résultats faussement négatifs, l'interprétation des résultats, l'effet booster. L'effet booster, ça existe aussi avec l'intradermo, la tuberculine. Si tu te fais aujourd'hui l'IDR et tu le fais moins de 2 semaines, vous allez amplifier une deuxième IDR, vous allez amplifier la réponse immunologique. D'accord? Vous êtes convaincus? Très bien. Alors là aussi, il y a ce qu'on appelle les résultats indéterminés avec ces égras. C'est quoi? C'est lorsque vous avez un immunodéprimé, par exemple, j'ai donné l'exemple d'une publication avec stéroïdes et sans stéroïdes, avec corticoïdes, non corticoïdes. Les traitements immunosuppresseurs ou les terrains d'immunosuppression, ça encourage l'existence de ces tests indéterminés. Pour les égras, est-ce qu'ils ont une sensibilité de 100%? Est-ce qu'il y a une valeur prédictive moins que l'intradermo? Une positivité plus que les DER? Ou vous conseillez le double test? Allez-y, essayez de répondre. C'est un peu compliqué ce que c'est là. Allez-y, allez-y. Ça marche. Mais s'il vous plaît, déjà là, je viens de dire que le double test, il est déconseillé. Et je vois que pas beaucoup de gens qui l'ont. Ah, il y a que, à toi, tu joues pas, toi. Peut-être c'est Abid qui l'a coché. Il a voté pour toi. Très bien. Alors, on va faire un feedback juste après. C'est quoi? Mais, bon, je vous fais grâce de ce tableau de Lancet, mais juste premier message, c'est Monsieur le Président qui m'a donné les consignes, d'accord, de ne pas lui compliquer la vie au jour ce matin. Il a envie d'aller marcher à Souera. Hein? Regardez la valeur prédictive. Qu'est-ce qu'il nous dit ce document de Lancet magnifique? C'est que la valeur prédictive des égras est supérieure à l'EDR. Je vais vous expliquer par la suite. Deuxième notion, il n'y a pas de sensibilité à 100%. Il y a Finawa Arad avec Robert, ils peuvent nous dire qu'un test avec sa sensibilité, il a toujours une spécificité, d'accord? Et donc, dans la majorité des cas, ça n'avoisine pas les... Hein, d'accord? On a vécu ça avec la Covid. Double test, lorsque vous allez avoir des valeurs discordantes, il a dit l'intradermo et les égras, un négatif, l'autre positif, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous compliquer la vie. D'accord? Deuxième notion. La comparaison des 3 tests, toujours dans un autre papier de Lancet très intéressant, la positivité des égras calme les DER parce qu'ils sont plus spécifiques. D'accord? Il faut comprendre ça. Et puis, difficulté, le mouchkil l'ana. Oui, on compare les égras à l'intraderme, à la tuberculine. Mais le gold standard normalement, ou à la bactério. D'accord? On n'a pas un test auquel on devrait se comparer correctement. Et avant, on disait que les bébés donnaient plus, d'accord, de tests indéterminés. D'accord? C'est pas vrai. Avec le temps, les tests ont été, d'accord, améliorés. D'accord? On verra finalement à la fin avec ce qu'on appelle le VIDAS, un truc qui vient d'arriver. Alors, pour que vous essayez de vous comprendre, chauffe à des Robert. Robert, chauffe, chauffe. Et là, les égras, c'est très important. Lorsque vous avez un quantiférant positif à 2 ADA, il sera positif à 75%. Et si vous avez une positivité à l'IDR de 205, Allah, il sera positif pour A2. C'est-à-dire, les égras, ils ont une valeur économique. Ils vont un peu vous épargner de traiter beaucoup d'enfants pour rien. Parce que ces 2 tests, ils diffèrent dans leur sensibilité et leur spécificité. D'accord? Et puis, un autre test, l'utilisation des égras permet de distinguer entre tuberculose latente et active.
Est-ce que vous êtes d'accord? De faire le diagnostic si le BK est négatif ou tout simplement vous ne savez pas. Vous allez être honnête, si vous ne savez pas, dites je ne sais pas. Ouais, merci les collègues pour l'honnêteté, c'est important. Hein? Très bien, alors j'avance. Donc, l'arbon kain. Alors là, pour vous dire qu'il y a toujours beaucoup de recherches sur ces tests-là. Est-ce que vraiment vont nous aider à distinguer entre l'attente active? Beaucoup de gens, il y a beaucoup de publications qui vont soit dans ce sens-là, soit dans l'autre sens. Donc, on ne peut pas trancher aujourd'hui à 100%. Diagnostic sur le BK négatif, pas dans toutes les situations. C'est-à-dire, on peut avoir de BK négatif un test positif, mais pas dans tout. Hein? Pas dans toutes les situations. Je vais vous donner quelques publications à la fin très rapidement. D'accord? Et donc, ça, c'est un joli travail où il a essayé un peu d'évaluer le risque de tuberculose chez les enfants après une tuberculose rapprochée. Et surtout, regardez, si après une exposition, vous faites soit les DEL, soit les EGRA, ils vont vous aider énormément, d'accord, à identifier un certain nombre d'enfants exposés. Alors, deuxième des choses, la valeur pronostique des tests de libération d'interférents gamma et du test cutané. Regardez, là vous avez le quantiférant et là vous avez l'intradermon. Les valeurs de quantiférant, ils vous aident plus par rapport à la tuberculine, d'accord, à identifier ce risque, plutôt de prédire le développement vers une tuberculose active. J'ai aimé plus cette modélisation où ils ont essayé un petit peu de voir selon les taux d'interférents le risque de progression vers une tuberculose active. Hein, c'est bien démontré avec ce travail d'accord de 2021. Bah, on reproduit la même chose, je passe, le taux de progression quantiférant par rapport à l'intradermon. Alors, la forme clinico-radiologique la plus fréquente de la tuberculose de l'enfant est pulmonaire, ganglionnaire, excavé, miliaire. Alors nous, les pédiatres, on devrait connaître qu'est-ce qu'on traite. D'accord? Alors, il faut faire attention. Nous, les pédiatres, la tuberculose, c'est un vrai problème de santé encore au Maroc. Et nous laissons la tuberculose aux adultes. D'accord? C'est une erreur qu'on fait lorsqu'on adresse des suspicions de tuberculose au pneumophthisiolade. On peut discuter avec lui pour délivrer un traitement dans le centre de la lutte anti-tuberculose. Mais il faut qu'on s'en occupe vraiment. D'accord? C'est très important. Parce que même, vous savez, parfois les pneumophthisiolades, ils ne peuvent même pas peser l'enfant pour adapter le traitement. C'est très important. Et donc, je passe la feedback rapide. C'est que, bien sûr, la tuberculose la plus fréquente chez l'enfant, elle est ganglionnaire. Et le ganglionnaire, même le pleural, il est considéré comme extra-pulmonaire. C'est juste tout ce qui est excavé, miliaire, etc., qui est considéré comme pulmonaire. Et donc, la forme la plus fréquente, toujours chez les enfants, elle est extra-pulmonaire. Regardez, une tuberculose extra-pulmonaire est définie cliniquement par l'atteinte de quoi? Des os, qu'elle est disséminée sous forme miliaire, des méninges, des ganglions lymphatiques intrathoraciques, de la plèvre. C'est un peu différemment. La question a été posée différemment pour revérifier est-ce que le message est bien passé. Ouais, feedback rapide. Allez-y, 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 allez-y. Ça passe. Donc, pour faire le feedback, la plèvre, elle est toujours considérée comme extra-pulmonaire. Les ganglions intrathoraciques, oui, même les ganglions extra, ils sont considérés comme extra-pulmonaires. Les méninges, oui. Disséminé, non. Miliaire, il est considéré comme une atteinte pulmonaire. Parce que les os, parce que c'est très important qu'on se mette d'accord sur la terminologie pour les protocoles thérapeutiques qui sont en train de changer. Les protocoles ont encore changé cette année par l'OMS. L'utilisation des EGRA est validée dans la tuberculose extrapulmonaire. Oui, non, je ne sais pas.
Ah bah c'est bien déjà 24 ans, 25 ans répandus. Feedback sur place, non, c'est pas encore validé. Mais je vous dis, je vais vous clarifier les choses, pourquoi j'en parle aujourd'hui. Alors, il est validé pour la tuberculose latente, mais moi aussi je vous raconte, lorsqu'on a introduit les aigras dans le service où je travaille, au début on s'est dit que pour la tuberculose latente. Et à un moment, 1 mois, 2 mois, 3 mois, j'ai fermé les yeux et j'ai trouvé que mes collègues internes et résidents commencent à la demander comme ça dans la tuberculose extrapulmonaire. Et ça commence à m'intéresser comme sujet de recherche. Qu'est-ce que ça peut donner? Je peux vous exposer le résultat et même d'abord à travers le monde, beaucoup de publications qui sortent pour laisser un petit peu de replacer, de discuter l'indication des aigras dans la tuberculose extrapulmonaire. Je vais vous donner des exemples de publications. Alors, voilà, les gens qui n'ont pas compris, désolé, regardez un schéma très simple. Tout ce qui est ganglionnaire et même la plèvre, elle est extrathoracique. C'est très important. Lorsque vous prenez le guide qui est diffusé et qui devrait encore être réactualisé sur l'Internet, le guide marocain pour les schémas thérapeutiques, d'accord, il faut faire attention sur la terminologie. Regardez, il y a plusieurs localisations. La tuberculose, il est partout, d'accord, différentes localisations possibles, la tuberculose. Regardez la distribution. Par exemple, vous remarquez que le plus jeune va faire plus une tuberculose disséminée. Il a tendance à disséminer. Et les formes de localisation vont apparaître avec l'âge, c'est très important. Dès les jeunes, il va faire une forme plus grave, plus disséminée, l'enfant. Regardez, l'enfant en général, il y a les rares tuberculoses, la tuberculose congénitale ou néonatale ou ADA, bon, c'est toute une discussion, d'accord, mais la forme la plus fréquente, il est ganglionnaire, et ces ganglions en général, ils vont comprimer les voies aériennes, mais il ne sera positif, il y aura de BK que lorsqu'il y a une fistulisation dans les ganglions. Et vous savez, c'est pourquoi la bactériologie va nous manquer compagnie. C'est pourquoi il faut qu'on réfléchisse sur la rentabilité des tests, l'intradermal, la tuberculine, les aigras et les autres moyens de diagnostic. Je passe rapidement. Et puis, la tuberculose excavée, il est très rare chez l'enfant. C'est surtout les adolescents où on va la trouver. Regardez nos données marocaines. D'accord? Regardez la tuberculose ganglionnaire. Elle est là, vous avez tout ce qui est pleural, tout ce qui est primo-infection tuberculose. Donc finalement, avec les données d'un autre pays, regardez, c'est essentiellement 81%, ce sont des formes extra-pulmonaires. Alors, la tuberculose neuroméningée, quelques clichés pour un peu vous mettre dans la clinique. Classique nodule de Boschut qu'on ne retrouve pas toujours. C'est Abid, il est en train de revenir un peu en arrière. Après le départ de l'hôpital, je pense que tu ne vois plus ces clichés. L'hydrocéphalie active avec ce les tuberculomes. Récemment, j'avais une observation que j'ai vue avec mes collègues internes vendredi. Un tuberculome, attention, ça peut cacher des surprises. C'est révélé un astrocytome. Donc, ce n'est pas évident. On peut se tromper. D'accord? Et de là, la tuberculose neuroméningée, les examens utiles. Bactériaux, biologie moléculaire, imagerie et gras. Qu'est-ce que vous pouvez répondre? Allez-y rapidement. Alors, si vous pensez à la tuberculose neuroméningée, qu'est-ce que ça va vous servir? Très bien. Alors, j'avance parce que je suis prêt par le temps. Oui, la bactérie, oui. Mais elle est possibacillaire. On trouvera rarement de BK. La biologie moléculaire, oui. L'État, partout dans les centres diagnostiques, vous avez ce qu'on appelle l'expert. C'est de la biologie moléculaire rapide. D'accord? Et en même temps, on teste la résistance à la rifampicine. L'imagerie, oui. Les images évocatrices, mais rarement, comme j'ai dit, ça peut réserver des surprises. Les aigras, nous sommes en train de tester les aigras et ça nous aide énormément sur le plan clinique. La tuberculose ganglionnaire périphérique. Ah, c'est fréquente, hein? Très fréquente dans le complexe. Regardez, il est peu fistulisé, d'accord? Alors, comment vous faites le diagnostic, mes chers collègues, chaque jour?
dans votre cabinet bactériaux, biologie moléculaire, échographie, IGRA. Allez-y. Voilà. Alors, toujours la bactério, mais où? C'est dans le suc médulaire qu'on ponctionne. Ou là, alors, attends, l'histologie n'est plus un argument. L'histologie va servir à éliminer un Hodgkin, pour éliminer un lymphome lorsqu'on hésite. D'accord? L'histologie n'est plus considérée par l'OMS comme un critère diagnostique. D'accord? Et on peut, lorsqu'on ponctionne, là, lorsqu'on fait le prélèvement, on peut envoyer ça pour culture et pour jeune expert. D'accord? Et puis l'échographie, oui, ah, ça peut montrer un bon signe. Les IGRA, oui, ça peut aider. Regardez, l'aspect adénomégalie hétérogène, c'est un aspect évocateur, d'accord, pour les échographistes, pour s'orienter vers une tuberculose ganglionnaire. La tuberculose intra-abdominale, moi je préfère parler toujours, dire intra-abdominale, parce qu'il n'y a jamais de tuberculose intestinale isolée, il n'y a jamais de tuberculose péritonéale isolée, c'est souvent disséminé au niveau de péritoine et au niveau de l'intestin et partout. D'accord? Alors comment vous faites le diagnostic de votre tuberculose intra-abdominale? Allez-y. Comme on est, Monsieur le Président, dans le timing, on peut rajouter 5-7 minutes puisqu'il est interactif. Merci beaucoup pour ta gentillesse, Monsieur le Président. Bon, la bactériologie, là aussi c'est paucibacillaire. Ça ne va pas aider énormément. D'accord? La biopsie, oui, mais ça va servir à quoi? C'est pour éliminer, parce que le diagnostic différentiel, c'est le lymphome. Ah, d'accord, c'est classique, dans les formes pseudo-tumorales. L'échographie, ça peut montrer quelques éléments, mais ce n'est pas pathognomonique. Les IGRA, oui, ça peut aider, pas à 100%. Voilà. Alors, la péricardie tuberculose, c'est rare, je passe à la calcification péricardique qui va évoquer, d'accord, l'atteinte de péricarde. La tuberculose urogénitale, c'est très rare, le rein mastique, le rein muet, tout ça, je passe, d'accord. Finalement, oui, vous allez dire, oui, Bouskaraoui, vous nous avez un peu parlé en théorie, est-ce qu'il y a des données de littérature? Oui, il y en a des données, je peux un peu, beaucoup de données qui se reposent sur un certain degré de sensibilité, de spécificité. Par exemple, ce travail espagnol, entre la tuberculose intrathoracique et extrathoracique, on n'est pas d'accord sur la terminologie de l'OMS, mais la positivité est variable selon la localisation. Je peux aussi parler de ce travail où ils ont essayé avec une valeur prédictive positive, négative pour les différentes localisations, mais cette valeur pour les tuberculoses extrathoraciques, il varie selon la localisation. D'accord? Alors là aussi dans le frottis négatif, mais ce n'est pas spécifique à 100%. Ça peut ramener de la marge de positivité, mais pas 100%. Et là, les Chinois, ils ont comparé par rapport à la sérologie, je passe. Là aussi, il y avait deux localisations qui ont été travaillées dans cet article, la tuberculose pleurale et les ganglionnaires. Ils ont remarqué que la tuberculose ganglionnaire, les IGRA sont plus positifs que dans la plèvre. Alors là aussi, bon, je peux passer sur un certain nombre de données pulmonaires, extra-pulmonaires, et se sont comparés par rapport à l'intradermo. Ils ont montré la supériorité des IGRA par rapport à l'intradermo. Là aussi, avec le quantiférant et avec le despote par rapport aussi à la tuberculine, en matière de spécificité, regardez comment selon les séries, ça peut osciller entre 0,34 le chiffre le plus élevé 0,65, 0,89, etc. D'accord. Là aussi, les Chinois, ils ont travaillé avec 3 tests. Ils ont comparé toujours la supériorité des tests positifs et gras par rapport à l'examen direct, à la culture. D'accord. Voilà. Et je passe. Voilà. Donc, je termine
pour vous dire que globalement, sensibilité, spécificité, d'accord? Les tests, déjà, ils sont supérieurs par rapport à l'intradermo, à la tuberculine. La tuberculose osteoarticulaire, bon, heureusement qu'on voit de moins en moins. Vous avez tous vécu un pote par les plus anciens, d'accord, avec les abcès de psoas, etc. D'accord. Alors, comment vous faites le diagnostic? Bactériologie, biopsie, intradermo, égra. Voilà, donc on fait le feedback sur le champ. Vous avez mes bactériologies, le liquide synovial et les possibacillaires, d'accord? La biopsie, ça ne va pas apporter grand-chose, d'accord? Peut-être la culture pour la recherche, plutôt faire le gène expert dans le liquide synovial, c'est intéressant. L'intradermo, il y a un vieux travail qui a été fait en Algérie il y a très longtemps, qui a montré que les DER marchent très bien dans la tuberculose osteoarticulaire, très peu. Mais les aigras aussi peuvent apporter énormément de choses. Voilà un travail dans la tuberculose osteoarticulaire qui a comparé la sensibilité, la spécificité par rapport à l'examen direct, la culture, la PCR, et là 94%, 70%. La tuberculose pleurale, on voit fréquemment, d'accord, toute opacité de l'héméthorax qui refoule, etc., liquide jancétrin, lymphocytaire. Mais comment vous faites le diagnostic? La bactério, la biopsie, la biologie moléculaire, les aigras? Allez-y. Là aussi, et les possibacillaires. Donc, c'est l'intérêt de la biologie moléculaire dans le liquide pleural, d'accord? Et puis, l'histologie, vous savez, à l'époque, lorsqu'on faisait systématiquement la biopsie pleurale, on ratait CAB d'une fois sur 3 ou là, une fois sur... Ah, c'est pas évident, la biopsie pleurale, d'accord? Vous savez que vous le faites à l'aveuglette, hein? Et puis, les aigras, c'est là, dans la tuberculose pleurale, qu'elle donne un peu moins de résultats encourageants dans la littérature. Hein? Oui, c'est le patron. Hein? Donc, sur le plan pratique, il y a ce premier travail de liquide de comparer interféron gamma et adénosine désaminase. Donc, ils ont bien montré que les valeurs sont bonnes pour l'interféron. Et là, un travail très intéressant dans la tuberculose pleurale, c'est qu'ils ont comparé l'interféron dans le sang, dans le liquide pleural et sur les cellules de liquide pleural. Et ils ont montré presque kiff-kiff. Pour terminer, bon, je passe sur la tuberculose cutanée pour ne pas fâcher notre président. D'accord? Finalement, pour terminer, qu'est-ce qu'on fait à Marrakech? Voilà le nombre de cas de 2018 à 2021. D'accord? Dans le service où je travaille. La répartition selon les localisations. Regardez, c'est toujours la tuberculose extrapulmonaire qui reste la plus fréquente. D'accord? Voilà. Et puis, n'oublions pas, pour être juste, qu'il y a 15 formes multifocales, qui étaient multifocales. Peut-être l'atteinte de l'os, de poumons, etc. et autre chose. Et donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? Lorsqu'on a commencé à poser cette question de recherche, au début, on s'est dit, non, que les aigras, que la tuberculose latente. Et puis après, on s'est dit, pourquoi pas tester? Et là, il y avait des aigras qui ont été réalisés, donc presque 70% des cas. Nos résultats, c'était positif dans les 3 quarts des cas, négatif dans 23% des cas, indéterminé dans 3% des cas. Et lorsqu'on compare nos données avec la bactériologie, la bactérie, c'est le gold standard. Mais malheureusement, pas tous les enfants qui sont positifs, puisqu'ils sont possibacillaires. Nous avons remarqué que lorsque la bactériologie est positive, c'est plus d'une fois sur 2 que les gras est positif. Et si on rajoute l'expert, on améliore quand même à 58%. D'accord? Et on s'est dit, peut-être les aigras actuels, ils sont peut-être un peu
hein, il manque un peu de sensibilité. Pourquoi qu'il n'y a pas d'autres tests meilleurs que ça? Et ça tombe bien, d'accord? Nous sommes en train d'introduire dans le CHE ce qu'on appelle les VIDAS. C'est une autre génération de tests rapides. Et regardez, l'ancien test, là aussi, on commence à parler de lourdeur parce qu'il faut 3 tubes, il faut plus de 24 heures, etc. Alors que l'actuel VIDAS, qu'on appelle type B et gras, il ne demande qu'un seul tube et les résultats peuvent être communiqués très rapidement, d'accord, pour prendre la décision. Lorsque hier, Robert parlait des décisions thérapeutiques et les autres collègues parlaient, d'accord, lorsqu'on reçoit une méningite décapitée, on hésitait entre wash tuberculeux, wash bactérienne non tuberculeuse, etc. La solution de facilité, si je ne veux pas me casser la tête, je vais démarrer les antibacillaires et démarrer en même temps les antibiotiques. Mais lorsque le malade commence à s'améliorer dans les quelques jours qui suivent, comment je vais arrêter sur ces arguments? Voilà, donc avec la PCR multiplex d'hier, avec les IGRA, avec un certain nombre de données, nous commençons, alhamdoulilah, à commencer à prendre des décisions un petit peu plus rationnelles. Et ces tests, ils ont plus de sensibilité, plus de spécificité, résultats au bout d'une journée, et moins de résultats indéterminés, surtout chez les tout petits. Et lorsque vous comparez ce VIDAS en bleu par rapport au test IGRA classique, regardez, lorsque l'exposition devient très importante, la capacité des VIDAS devient plus importante par rapport aux IGRA classiques. Pour terminer, qu'en est-il au Maroc? Regardez le truc à droite parce que je dois m'arrêter. La place des tests IDR et des IGRA dans le dépistage de l'infection tuberculeuse. Ça, c'est le guide marocain. IDR tuberculose ou IGRA positif. Il vous parle. Tu veux utiliser soit HEDA, soit HEDA. D'accord? C'est à vous de choisir. Et présence de signes cliniques, radiologiques et histologiques, plus ou moins la confirmation bactérienne, là, vous êtes vers la tuberculose active. Vous avez absence de signes cliniques et absence de signes radiologiques, vous êtes dans la tuberculose active. Et pour la tuberculose active, maintenant, il y a un traitement monothérapie ou bithérapie qui est validé partout dans le monde. Et on a bien montré... l'attente, excusez-moi. Voilà, excusez-moi pour le lapsus. Voilà, c'est Monsieur le Président qui me regarde comme ça, qui m'a un peu fait perdre les pédales. Hein. Merci beaucoup. Merci pour l'excellent exposé. Comme d'habitude, il est pertinent, il est drôle. Donc il s'est amélioré de ce côté-là. Donc est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Abid, bien sûr, ne pourra pas ne pas parler dans la tuberculose. Hein. Non, si tu permets, tu es devenu très fort. Tu peux remettre la dernière diapositive si tu permets. Je ne sais pas. La comparaison entre les tests IGRA et l'intradermo à la tuberculose, tout dépend. S'il s'agit d'un pays où on fait la vaccination généralisée par le BCG, ou un pays où on ne fait pas de BCG. Un pays comme la France, comme les États-Unis, on ne fait pas de BCG à la naissance. Donc, même si on veut comparer la comparaison, si tu as un intradermo positif, c'est une tuberculose latente. Si tu as IGRA positif, c'est une tuberculose latente. Chez nous, 99% des bébés sont vaccinés par le BCG. Et dans le programme national, si tu as une intradermo positive, il est très difficile de savoir si c'est le BCG. Vous êtes autour de 10 mm, 12, 13, 9, 8. Ou là, si c'est une tuberculose latente.
Donc c'est très difficile de trancher. Maintenant, si tu fais les IGRA, si les IGRA sont positifs, c'est toujours spécifique au BK sauvage. C'est pas de relation avec le BCG. C'est-à-dire, les tests IGRA ne dosent que les protéines spécifiques qui sont sécrétées par le BK sauvage. Je ne sais pas ce que tu en penses. Alors que l'intradermopositive, c'est très difficile de dire BCG ou pas BCG. Dans notre programme, on a opté pour l'intradermo parce qu'on n'a pas les moyens, partout dans le Maroc, je ne parle pas des grandes villes, de faire les tests IGRA. Et donc, dans les centres de santé, dans les dispensaires, dans les hôpitaux, on travaille avec l'intradermo. Voilà, c'est spécifique pour le BK, pour les IGRA, c'est pas spécifique pour l'intradermo. Merci c'est Abid pour ce commentaire très pertinent. D'ailleurs, tu aurais dû nous le dire, hein. Tu nous as pas dit ça. Exprès, j'ai laissé Abid. Là, tu en as parlé, tu n'as pas insisté, quand tu as mis les schémas. Non, Abid, tu as parfaitement raison. Dans la répétition, parfois, il y a de la pédagogie. Bravo. J'ai bien expliqué. Il travaille en équipe, J'ai bien expliqué, comme tu l'as bien remarqué, c'est Abid. Je te l'ai fait, bien sûr, pour un peu insister sur le message pédagogique. Que si on fait des intradermos sans intradermos, on risque d'avoir... Ça marche. On risque de traiter beaucoup de malades pour rien. Si on fait les IGRA, puisqu'ils sont plus spécifiques, on va un peu économiser. C'est pourquoi je parle aussi d'aspect économique de ces tests-là. Ça, c'est fondamental. Alors, attention, les IGRA... Et même le VIDAS, il y a beaucoup de CHU qui se sont mis là-dedans. Ça existe dans beaucoup de laboratoires privés et je pense que c'est très intéressant. Notre ministère de Santé, avec qui on travaille de manière très dans le programme de la lutte anti-tuberculose, ils sont conscients. Ils aiment bien faire entrer les IGRA parce que même avec la tuberculine, il y a des soucis de marché. Parfois, lorsqu'ils veulent lancer les marchés pour acheter de la tuberculine, comme ce n'est pas intéressant pour les boîtes, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas se lancer dans ce marché. Alors c'est très rare que Robert se teste durant une séance d'infectiologie. Donc ça fait très longtemps qu'il n'a pas vu une tuberculose. C'est tout à fait vrai. C'est pour ça que j'écoute avec beaucoup d'intérêt. Parce que c'est une situation qui est devenue très rare. Et en dehors des tuberculoses latentes, et comme l'a dit Abid tout à l'heure, comme la majorité de nos gosses ne sont pas vaccinés, on passe de l'un à l'autre assez facilement. Donc, parce que la question, c'est plus compliqué quand c'est vacciné. Tout à fait. Mais le message, c'est un souhait pour moi, une demande très gentille à mes collègues pédiatres. Il faut qu'on s'occupe de la pédiatrie de l'enfant. Il faut qu'on s'arrête, d'accord, de les envoyer chez le pneumo-adulte. On peut en discuter avec les hospitaliers, on peut échanger, parce que c'est un vrai problème. Et il y a des difficultés diagnostiques, comme je vous ai parlé de malades que je veux au staff avec mes collègues internes. Hier vendredi, un tuberculin peut poser diagnostic différentiel avec un astrocytome ou autre chose, une tuberculose intra-abdominale avec un lymphome, et ainsi de suite.